La salle de réunion était remplie d'un silence pesant. L'homme d'affaires arabe parlait rapidement, ses mains bougeant avec énergie, mais personne ne le comprenait. Le millionnaire Santiago Ortega sentait des gouttes de sueur froide couler sur son front. Son directeur commercial, Alessandro Dominguez, essayait de garder contenance, forçant un sourire assuré, mais la peur dans ses yeux le trahissait. Puis Alessandro jeta un coup d'œil à la femme de ménage qui servait le café et laissa échapper un rire cruel. « Et si tu essayais ?» ricana-t-il. Santiago, anxieux et à court d'idées, décida d'entrer dans le jeu. « Si tu peux me dire ce qu'il vient de dire, Elena, le poste est à toi. » La salle éclata de rire. Tout le monde riait, sauf elle. Elena serra le plateau de café entre ses mains, son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre. Ce mardi matin avait commencé comme tous les autres dans le grand manoir des Ortega, situé dans un quartier chic de São Paulo, se lever avant l'aube, préparer le petit déjeuner, frotter, faire briller, nettoyer à nouveau, servir et recommencer. Jour après jour, toujours en silence, toujours invisible. Cela faisait 3 longues années qu'elle menait cette vie, 3 ans, dans le même uniforme bleu usé, à servir les mêmes personnes qui ne la regardaient jamais dans les yeux. 3 ans à entendre parler de vacances de luxe, de voitures importées et de projets à plusieurs millions, alors qu'elle se demandait en secret si son salaire suffirait pour acheter les médicaments de sa mère et payer les factures. Mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. Aujourd'hui, il y avait un visiteur important. Elena l'avait compris dès que Santiago Ortega était apparu au petit déjeuner plus tôt que d'habitude, rajustant sa cravate pour la 5e fois, visiblement nerveux. « Tout est impeccable, Elena », avait-il demandé sans attendre de réponse. « Oui, monsieur Santiago », avait-elle répondu doucement comme toujours. Il ne l'avait même pas regardé. Il lui avait simplement fait un geste de la main avant de filer vers son bureau. Nabil Mansour n'était pas un invité ordinaire, c'était un magnate libanais, propriétaire d'un empire d'hôtels de luxe au Moyen-Orient, venu au Brésil chercher un partenaire pour s'implanter en Amérique latine. Santiago, à la tête d'une entreprise de construction prestigieuse, était désespéré de conclure l'accord, une opportunité unique qui pourrait rapporter des millions et lui apporter une renommée internationale. Elena savait tout cela, non pas parce qu'elle avait écouté exprès, mais parce que lorsqu'on vit dans l'ombre, les gens oublient que vous entendez. Une semaine plus tôt, pendant le dîner, Santiago avait tout raconté à sa femme. Les chiffres, les grands projets et l'importance de faire bonne impression. Un seul problème se posait. Nabil ne parlait pas portugais et son anglais n'était pas assez bon pour des discussions complexes. Il préférait s'exprimer en arabe, sa langue maternelle, la seule dans laquelle il pouvait vraiment dire ce qu'il pensait. Santiago connaissait bien ce souci linguistique, mais il faisait confiance à Alessandro Dominguez pour tout gérer. En tant que directeur commercial de l'entreprise, Alessandro l'avait rassuré. Tout était sous contrôle, affichant ce sourire confiant d'un homme qui a toujours une réponse prête. Charismatique, toujours bien habillé, avec des dents parfaites et les cheveux plaqués en arrière. Le genre d'homme qui vit pour impressionner. Mais à 8 heures du matin, tout s'effondra. L'interprète annula, envoyant un simple message « Désolé pour le désagrément ». La confiance d'Alessandro commença à vaciller. Il tenta de maintenir la réunion avec des banalités en anglais. Sport, météo, tourisme. Mais le sourire poli de Nabil cachait mal son impatience grandissante. La réunion se tenait dans le grand salon du manoir, avec ses plafonds de 6 mètres, ses lustres en cristal et sa vue sur un vaste jardin. La tâche d'Elena était simple, servir le café et l'eau, puis s'effacer discrètement. Elle savait disparaître, elle l'avait fait 1000 fois, puis tout se dégrada. Nabil s'adossa, inspira profondément et se lança dans un discours en arabe, clair, affirmé, passionné. Il pointa les documents sur la table, les fenêtres, lui-même. Ses gestes étaient précis. Pendant près de 3 minutes, sa voix grave résonna dans la pièce élégante. Personne ne bougea. Santiago fixait Alessandro. Alessandro baissait les yeux.
Les autres cadres échangeaient des regards inquiets. « Quelqu'un a compris ?» murmura Santiago, la tension montant dans sa voix. Personne ne répondit. Le silence s'étira douloureusement. La sueur perlait sur les tempes d'Alessandro. Sa cravate en soie lui donnait l'impression d'une corde autour du cou. Il devait dire quelque chose pour détourner l'attention du fiasco. Alors, il lança en forçant un rire. « Patron, je crois qu'il se plaint que le café est froid. » Quelques rires nerveux suivirent. Puis Alessandro remarqua Elena, debout près de la porte, son plateau vide, son regard calme. Elle devint la cible idéale. « Hé, Elena !» l'appela-t-il sur un ton moqueur. « Tu traînes ici toute la journée, tu entends tout le monde parler. Je parie que tu as compris ce que le monsieur a dit, pas vrai ?» La salle rit à nouveau. Même Santiago esquissa un sourire faible, désespéré de détendre l'atmosphère. Alessandro, ravi de l'attention, continua. « Allez, dis-nous, traduis pour nous. Tu dois connaître l'arabe, non? Tu l'as appris avec les feuilletons à la télé ?» se moqua-t-il. D'autres rires remplirent la pièce. Elena sentit ses joues brûler. Des souvenirs d'innombrables humiliations lui revinrent en mémoire. Des moqueries sur son uniforme, des remarques méprisantes sur la pauvreté, des éclats de rire cruels chaque fois qu'elle parlait de ses études ou portait un livre. Mais elle resta immobile, le dos droit, se rappelant les paroles de sa mère. « Ne leur donne pas la satisfaction de te voir flancher. » Puis Santiago, désespéré et en sueur, transforma la moquerie en pari. « Tu sais quoi, Alessandro ?» dit-il en se levant de sa chaise. « Si Elena sait vraiment ce que M. Mansour vient de dire, mot pour mot, elle peut avoir ton poste. Sur le champ. » La salle éclata de rire. Alessandro riait plus fort que tous les autres, sûr de lui, convaincu de sa victoire. « Marché conclu, patron. Mets-le par écrit si tu veux, dit-il en applaudissant avec emphase. Nabil, même s'il ne comprenait pas les mots, perçut le mépris dans leur ton. Ses yeux perçants passèrent de visage en visage. Ce qu'il voyait ne lui plaisait pas. Il n'aimait pas être la cible d'une plaisanterie qu'il ne pouvait saisir. Santiago se tourna vers Elena. « Alors, tu acceptes le défi ou tu admets que ce n'était qu'une blague d'Alessandro ?» Elena inspira profondément. Elle serra le plateau en métal si fort que ses doigts devinrent blancs. Tous les regards étaient braqués sur elle, celui d'Alessandro, moqueur, celui de Santiago, anxieux, et ceux des autres, qui filmaient avec leur téléphone, avides de spectacle. Mais Elena n'était pas seulement une femme de ménage qui se fondait dans le décor. Elle savait exactement ce que Nabil Mansour avait dit. Chaque mot, chaque ton, chaque pause, parce qu'elle n'était pas invisible. Elle était une femme parlant couramment 6 langues, l'anglais, l'espagnol, le français, l'italien, le mandarin et l'arabe. L'arabe classique, appris seul, pendant 5 longues années de nuit sans sommeil à la bibliothèque municipale, avec un vieux casque sur les oreilles, à répéter des phrases issues de vidéos gratuites jusqu'à ce que les mots deviennent les siens. Elena déposa délicatement le plateau sur le buffet, comme s'il était en verre. Elle redressa son uniforme bleu passé, essuya ses paumes sur son tablier blanc et releva le menton. Puis, ignorant tous les regards posés sur elle, elle fixa directement Nabil. Lorsqu'elle parla, sa voix était calme, posée, et son arabe impeccable. « Que la paix soit sur vous, monsieur Mansour, dit-elle clairement. » La pièce devint silencieuse. Le rictus d'Alessandro s'effaça instantanément. Les yeux de Santiago s'écarquillèrent, stupéfaits. Et pour la première fois depuis son arrivée au manoir, Nabil Mansour sourit. 16 ans plus tôt, à Guayanazès, dans la banlieue est de Sao Paulo, le monde d'Elena s'était effondré. Elle avait 10 ans. C'était un jeudi matin pluvieux de mars, et elle se souvenait encore de tout. L'odeur du café que sa mère, Teresa, avait préparé avant l'aube, le léger bourdonnement de la vieille télévision, ses petits frères encore endormis dans la chambre exiguë qu'ils partageaient tous. Puis on frappa à la porte. 2 policiers se tenaient là, sérieux, leur casquette à la main. « Êtes-vous l'épouse de José Carlos Morales ?» demanda l'un d'eux. Teresa n'avait pas besoin d'en entendre plus. Les mères savent. Sa main se cramponna à l'encadrement de la porte pour ne pas tomber. Ses jambes tremblaient, mais elle resta debout.
Depuis la table de la cuisine, Elena observait en silence, une cuillerée de bouillie suspendue à mi-chemin vers sa bouche. Un accident de travail, un chantier illégal, un effondrement, 5 ouvriers morts. Son père, José Carlos, faisait partie des victimes. Elena ne pleura pas ce jour-là, ni pendant la veillée funèbre, ni aux obsèques. Elle observa simplement sa mère, enceinte de 7 mois et au bord de l'effondrement. À 28 ans, Teresa était soudain veuve, sans métier, sans argent et sans avenir. 4 enfants à charge, un 5e en route et moins de 1000 réais sur le compte. La vie ne s'arrêta pas pour leur chagrin. En moins de 2 semaines, Teresa trouva un emploi comme femme de ménage. Elle quittait la maison avant le lever du soleil et ne rentrait que bien après la tombée de la nuit. Elena, l'aînée, devint une seconde mère. Lucas avait 8 ans. Marco 6, Bianca 4. Lorsque le petit Pietro naquit en mai, c'est Elena qui apprit à changer les couches, chauffer les biberons et l'endormir le soir. Elle n'avait que 10 ans. L'école devint vite un luxe qu'elle ne pouvait pas toujours se permettre. Elle manquait les cours pour s'occuper de Pietro quand il était malade, pour aller chercher ses frères et sœurs quand Teresa travaillait encore, pour préparer le dîner quand personne d'autre n'était là. Les professeurs se plaignaient. Cette fille n'ira pas loin si elle continue à manquer l'école. Teresa pleurait en silence, honteuse, tandis qu'Elena faisait semblant de ne rien voir. Et pourtant, elle était brillante. Même lorsqu'elle ne pouvait pas aller à l'école régulièrement, elle étudiait tard le soir, à la lumière d'une bougie, lorsque l'électricité était coupée. Elle absorbait tout, les maths, le portugais, les sciences, l'histoire. Son esprit fonctionnait comme une éponge, captant le savoir partout où elle le trouvait. À 12 ans, elle découvrit son véritable talent. Un soir, un personnage français apparut dans une série télé, et le son de la langue l'envoûta. La mélodie, le rythme, c'était magique. Elle commença à imiter les répliques, à recopier les mots dans un vieux cahier, puis à les chercher dans le dictionnaire de la bibliothèque scolaire. En 6 mois, elle comprenait des conversations entières. « Tu as un don pour les langues », lui dit son enseignante, Madame Martha. Une femme douce aux cheveux argentés qui voyait du potentiel là où les autres ne voyaient que la pauvreté. « Tu pourrais étudier les langues à l'université et peut-être devenir traductrice. » Elena sourit doucement, non pas parce qu'elle ne la croyait pas, mais parce que cela lui semblait impossible. « Madame, j'arrive à peine à finir le lycée. » L'université, c'est pour un autre monde. Mais Madame Martha ne renonça pas. Elle emmena Elena à la bibliothèque municipale et lui montra le rayon des langues. Des étagères remplies de livres, de CD et de DVD. « Tout ça est gratuit, dit-elle. Tu peux venir quand tu veux. » Et Elena vint. Chaque samedi matin, pendant que Teresa travaillait et que les plus jeunes restaient chez une voisine, elle passait des heures entourée de livres et d'enregistrements, plongée dans l'anglais, l'espagnol et le français. À 15 ans, elle parlait couramment les 3. Mais la réalité ne laissa jamais de place aux rêves. La santé de Teresa déclina, diabète sévère, tension élevée, un corps brisé par des années de travail. Les médicaments coûtaient plus cher que ce qu'elle gagnait. Lucas, désormais âgé de 13 ans, distribuait des prospectus dans la rue. Marco vendait des bonbons au feu rouge. Bianca restait à la maison pour s'occuper de Pietro. Et Elena, elle abandonna l'école. À 15 ans et demi, à seulement 6 mois du diplôme, elle dut renoncer à son rêve. Il n'y avait tout simplement plus d'argent. Elle accepta tous les petits boulots qu'elle trouvait, d'abord dans une boulangerie, puis dans une boutique de vêtements, ensuite comme nounou pour une famille aisée. Teresa pleurait. « Ma fille, tu es si brillante, tu mérites d'étudier, d'avoir une vie meilleure. » Elena prit les mains calleuses de sa mère et lui sourit tendrement. « Ça ira, maman, je te le promets. » Mais au fond, elle se sentait vide, un avenir interrompu avant même d'avoir commencé. Les années passèrent. Elena travailla 12 heures par jour, 6 jours sur 7. Le soir, malgré l'épuisement, elle ouvrait ses vieux cahiers et étudiait seule. Elle achetait des livres d'occasion, téléchargeait des applications gratuites, écoutait des cours en ligne avec des écouteurs usés pour ne réveiller personne. L'italien, le mandarin, l'arabe,
L'arabe était le plus difficile, son écriture de droite à gauche, ses sons profonds et gutturaux, sa grammaire complexe, mais elle persévéra. 5 ans d'études en solitaire, sans professeur, sans cours, sans diplôme, seulement de la passion et une détermination sans faille. À 23 ans, elle parlait 6 langues couramment, mais sur le papier, cela ne valait rien. Les CV exigeaient des diplômes, des cachets officiels, des certificats. Elena n'en avait aucun. Elle n'avait même pas terminé le lycée. Elle postula à des postes de réceptionniste bilingue, refusé. Elle tenta de travailler dans un centre d'appel international, refusé. Elle proposa des cours particuliers, trop peu d'élèves, revenus insuffisants. À 26 ans, à court d'options, elle accepta un poste de femme de ménage dans le manoir des Ortega. « C'est juste temporaire », dit-elle à Teresa. « Le temps d'économiser pour finir mes études. » 3 ans plus tard, elle y était toujours, servant le café, nettoyant les sols, se fondant dans le décor. Invisible. Mais Elena n'avait jamais cessé d'apprendre. Chaque matin, de 4h à 5h30, avant de commencer ses tâches, elle étudiait, elle s'exerçait, elle progressait. Car au fond d'elle, elle croyait qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, tout ce savoir aurait un sens. Elle n'aurait simplement jamais imaginé que ce jour serait aujourd'hui. Le manoir des Ortega s'étendait sur plus de 1200 mètres carrés. 7 suites, 5 salles de bain pour invités, 3 salons, une piscine chauffée, un court de tennis et un vaste jardin avec une fontaine importée. Elena nettoyait chaque recoin seule. Elle se levait à 5h chaque matin, même le dimanche. Elle préparait le petit déjeuner pour la famille, pain frais, fruits découpés en jolies formes, jus naturel, œufs brouillés pour Monsieur Santiago, tapioca pour Madame Claudia et pancakes pour leur fille adolescente, Camilla. Camilla, 17 ans, cheveux lissés, ongles manucurés, tenue de créateur, tout ce qu'Elena n'avait jamais connu. La jeune fille la traitait avec un détachement glacial. Elena n'était pas une personne, juste une présence silencieuse qui rangeait, servait et disparaissait. « Elena, ma chambre est en désordre, occupe-toi-en. » L'ordre tomba sans qu'elle ne la regarde, les yeux rivés sur son téléphone, un doigt manucuré pointant paresseusement vers le couloir. « Oui, mademoiselle Camilla », répondit doucement Elena. La chambre ressemblait au chaos lui-même, des vêtements entassés au sol, du maquillage étalé sur la coiffeuse, des serviettes mouillées jetées sur le lit. Elena se déplaçait en silence, pliant, organisant, restaurant l'ordre pièce par pièce. Certains vêtements avaient encore leurs étiquettes. Chacun valait plus de 3 mois de loyer de Teresa. Un après-midi, en nettoyant, Elena remarqua un livre d'anglais sous le lit de Camilla. Il était intact, la reliure immaculée. La jeune fille fréquentait une école internationale élitiste, avait des cours particuliers 3 fois par semaine, et pourtant ce livre n'avait jamais été ouvert. Curieuse, Elena feuilleta quelques pages, de simples exercices de grammaire, des conversations courtes, des choses qu'elle maîtrisait depuis longtemps. « Qu'est-ce que tu fais ?» La voix tranchante de Camilla fendit l'air comme du verre. Elena faillit laisser tomber le livre. « Je suis désolée, mademoiselle, je faisais juste... » « Fouiller dans mes affaires ?» Camilla lui arracha le livre des mains. « Tu crois que tu comprends ça? C'est du niveau avancé, pour des gens qui ont vraiment étudié. » Elena se mordit la langue, se forçant à rester calme. « Je suis désolée. Ça ne se reproduira pas. Il vaut mieux pour toi, » répliqua sèchement Camilla en jetant le livre sur le lit. « Maintenant, termine de ranger. Mes amis viennent tout à l'heure et je veux que tout soit parfait. » C'est un mardi que tout avait commencé. 2 jours plus tard, un jeudi, Elena entendit des sanglots étouffés provenant de la chambre de Camilla. La porte était entr'ouverte. Elle hésita un instant, puis s'approcha. « Tout va bien, mademoiselle ?» demanda-t-elle doucement. Camilla essuya rapidement ses larmes. « Ça ne te regarde pas. » Mais les yeux d'Elena aperçurent une feuille posée sur le lit. Un test d'anglais couvert d'encre rouge. Note 3,5. Sans réfléchir, Elena parla. « Si vous voulez, je pourrais vous aider à réviser. » Camilla eut un rire sec, moqueur. « Toi ?
Tu crois pouvoir m'aider en anglais? T'as à peine été à l'école? L'insulte fit mal, mais le ton d'Helena resta calme. Je parle couramment l'anglais, dit-elle doucement, et 5 autres langues aussi. Je pourrais vous montrer comment comprendre la leçon. Dehors, lança Camilla froidement en pointant la porte, et oublie ce que tu as vu. Helena s'éloigna en silence, et les mauvaises notes de Camilla continuèrent. Madame Claudia, l'épouse de Santiago, c'était une autre histoire. Elle n'était pas cruelle, juste distante. Son univers tournait autour des déjeuners caritatifs, des soins de beauté et des voyages entre amis. Elle ne s'adressait à Helena que lorsqu'elle avait une demande. « Helena, fais un dîner spécial pour vendredi, on attend des invités. »« Helena, change les serviettes de la piscine. »« Helena, fais briller la vaisselle de la salle à manger. » Son ton restait toujours le même. « Faut que tu dois, il faut que, jamais s'il te plaît, jamais merci. » Pour elle, Helena n'était pas une femme, mais une présence silencieuse de la maison, quelque chose qui fonctionnait sans émotion. Et puis il y avait Monsieur Santiago. Santiago Ortega aimait se voir comme un employeur généreux. Il payait à temps, offrait des paniers de Noël et laissait parfois Helena partir plus tôt le vendredi. « Je traite bien mon personnel », se vantait-il souvent. « Je ne suis pas un patron dur. » Mais il ne savait rien d'elle, ni le prénom de sa mère, ni qu'elle avait des frères, ni qu'elle parlait 6 langues couramment. Pour lui, elle n'était que la femme de ménage qui gardait tout propre et ne se plaignait jamais. Un soir, lors d'un dîner avec des investisseurs, Helena servait les boissons lorsqu'elle entendit leur conversation. « Le problème avec les gens ici, dit un homme en tirant sur son cigare, c'est que personne ne veut étudier. Tout le monde attend que les choses leur tombent dessus. » Santiago acquiesça. « Exactement. Je donne des opportunités, mais ils doivent les mériter. Moi, j'ai tout bâti de zéro. J'ai étudié, obtenu mon diplôme, j'ai tout construit moi-même. » Helena resserra sa prise sur le plateau. Sa version de « partir de zéro » signifiait être fils d'un propriétaire d'entreprise de construction, avoir fréquenté des écoles privées et reçu sa première voiture à 18 ans. Et pourtant, il croyait vraiment à son propre récit. Elle lui tendit son whisky sans qu'il ne la remarque. Ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas l'arrogance, c'était l'invisibilité. Helena pouvait être juste là, et il parlait librement, comme si elle n'existait pas. Problèmes d'affaires, disputes familiales, même relations extra-conjugales. Rien n'était caché, car elle n'était personne. Un après-midi, Claudia parlait fort au téléphone, se plaignant d'une ancienne femme de ménage accusée d'avoir volé un chemisier. « Je suis sûre que c'était elle, disait-elle. Un modèle très cher a disparu, et j'ai cherché partout. » Helena se trouvait à quelques pas en train d'épousseter les étagères. Claudia ne baissa pas la voix. On ne peut plus faire confiance à personne de nos jours. Celle-ci a l'air honnête, mais qui peut en être sûr? Helena continua son travail comme toujours, silencieuse, précise, invisible. Chaque jeudi, Alessandro Dominguez, le directeur commercial de l'entreprise, venait au manoir pour des réunions. Il ne manquait jamais une occasion de l'humilier. « Alors, Helena, plaisantait-il, tu apprends enfin à lire? Ou encore, fais attention avec ces vers, ils valent plus que ce que tu gagnes en 1 an. » Santiago riait avec lui, non par méchanceté, mais parce que c'était attendu. Alessandro aimait être l'homme le plus bruyant de la pièce. Lors d'une présentation, Helena entra avec un plateau de café. Elle trébucha légèrement, sans renverser une goutte. Mais Alessandro ne put s'en empêcher. « Fais attention, Helena, lança-t-il. Si tu casses quelque chose, tu devras le rembourser. Ah non, c'est vrai. C'est impossible pour toi, non ?» Des rires résonnèrent dans la pièce. Helena murmura une excuse et sortit discrètement. Avant de fermer la porte, elle l'entendit dire « Voilà ce qui arrive quand on embauche des gens sans éducation. Ils n'apprennent jamais vraiment. » 3 années passèrent ainsi. 1095 jours d'invisibilité, de silence, d'indifférence. Pourtant, Helena ne haussa jamais le ton, ne se plaignit jamais, ne laissa jamais la colère apparaître.
Elle ne pouvait pas se le permettre. Son travail signifiait des médicaments pour sa mère, de la nourriture pour ses petits frères et sœurs, un toit pour toute la famille. Alors, chaque matin à 5 heures, elle se levait avant le soleil, nettoyait le manoir, servait la famille, étudiait lorsque la maison était silencieuse et s'endormait bien après minuit. Jour après jour, le même rythme. Toujours le même, jusqu'à ce mardi, jusqu'à la réunion qui changea tout. Ce jour-là, même l'homme d'affaires arabe invité ne l'oublierait jamais. Tout commença par une seule phrase qui brisa le mur invisible autour d'elle. « Que la paix soit sur vous, monsieur Mansour », dit Elena en arabe impeccable. Sa voix trancha le silence comme un éclair, calme, ferme, précise. Les yeux de Nabil Mansour s'écarquillèrent de surprise. Santiago se figea, les lèvres entr'ouvertes, incapable de prononcer un mot. Alessandro Dominguez eut l'impression que le soleil se dérobait sous ses pieds. Les cadres restèrent muets, leur téléphone oublié. Claudia, qui venait d'entrer avec un autre plateau de café, s'arrêta net. Elena poursuivit, son discours fluide et assuré, alternant entre l'arabe et le portugais comme si elle était née entre les deux. « Vous avez dit que cette réunion vous décevait », commença-t-elle en traduisant ses propres paroles, « que vous attendiez du professionnalisme et que vous n'avez trouvé que de la désorganisation. Que l'absence d'interprète témoigne d'un manque de respect pour votre temps et votre culture. » Nabil se leva lentement de sa chaise, le regard rivé sur elle. Il n'en croyait pas ses yeux, pas ici, pas de la part de cette femme discrète en uniforme bleu passé. Elena continua, le ton posé, la mémoire parfaite. « Vous avez aussi dit que la confiance est la base de tout partenariat, et qu'une entreprise non préparée pour une réunion internationale vous fait douter de sa capacité à livrer ce qu'elle promet. Vous vous êtes demandé si investir des millions avec des gens qui ne comprennent pas le respect culturel ne serait pas une erreur. » À chaque phrase, le visage d'Alessandro pâlissait, la sueur perlait à ses tempes. La stupeur de Santiago se transformait en angoisse. Chaque mot frappait comme un coup, irréversible. Nabil avait été prêt à partir, à annuler l'accord, et aucun d'eux ne l'avait compris. Personne sauf Elena, elle ne s'arrêta pas. Vous avez mentionné avoir reçu des offres de 3 entreprises brésiliennes, et que la nôtre semblait la moins préparée. Vous avez dit que vous accorderiez encore 10 minutes pour entendre quelque chose de concret, sinon vous quitteriez la réunion pour aller ailleurs. Santiago ferma les yeux. 10 minutes, il leur restait 10 minutes. Et personne ne le savait. Puis vint la partie finale, la plus cruciale. Le ton d'Elena s'adoucit, mais sa voix resta ferme. Vous avez dit que votre objectif est de construire 5 complexes hôteliers de luxe sur la côte brésilienne dans les 3 prochaines années, avec un investissement de 80 millions de dollars. Mais que vous voulez un partenaire qui comprenne vraiment l'hospitalité libanaise, qui respecte vos traditions, qui parle votre langue, dans tous les sens du terme. Le silence tomba comme un rideau. Nabil la fixait comme s'il assistait à quelque chose d'extraordinaire. Il s'approcha et demanda en arabe « Où avez-vous appris ma langue ?» Elena répondit dans la même langue « Seul, monsieur. Grâce à des livres, des cours en ligne et beaucoup de détermination. J'ai étudié pendant 5 ans, chaque soir après le travail. » « 5 ans ?» répéta Nabil étonné. Un sourire traversa son visage. « Ton accent est meilleur que celui de nombreux étudiants que j'ai rencontrés à l'université. Tu as étudié au Liban ou en Arabie Saoudite ?»« Non, monsieur, répondit-elle doucement. J'ai étudié à la bibliothèque publique de Guayanazès et dans ma chambre après mes services. » L'expression de Nabil s'adoucit. Il se tourna vers Santiago et parla en anglais lent et clair. « Cette femme, elle est remarquable. Où l'as-tu trouvée ?» Santiago cligna des yeux sans voix pendant un instant. « Elle travaille ici, dans la maison. » Nabil fronça les sourcils, perplexe. « C'est ton interprète ?» Santiago hésita, la gorge sèche, jetant un regard entre Elena et Alessandro qui tremblaient. « Non, c'est notre employé de maison. » Le visage de Nabil changea à mesure que la vérité s'imposait, non pas vers la colère, mais vers une déception calme et profonde. Il se tourna de nouveau vers Elena et demanda en arabe
Tu es femme de ménage? Oui, monsieur, dit-elle doucement. Et tu parles 6 langues? Oui, monsieur, 6 langues, confirma Elena à voix basse. Les sourcils de Nabil se froncèrent. Et tu travailles comme femme de ménage? Demanda-t-il, l'incrédulité dans la voix. Pourquoi? Elena hésita à peine, avant de répondre en arabe. Parce que je n'ai pas de diplôme, monsieur. Je n'ai pas pu finir le lycée. Ma famille avait besoin de moi pour travailler tôt. Et les entreprises n'embauchent pas pour ce que l'on sait vraiment, seulement pour les papiers que l'on possède. Nabil ferma les yeux et inspira lentement. Lorsqu'il les rouvrit, son regard avait changé. Pas de la pitié, mais un profond respect, mêlé à une colère contenue. Pas dirigé contre elle, mais contre un système qui gaspille des esprits comme le sien. Il se tourna vers Santiago, parlant en anglais mesuré. « Cette femme parle 6 langues, dit-il fermement. « 6, répéta-t-il, sa voix plus tranchante. « Et tu l'as fait nettoyer ta maison ?» Santiago balbutia, des mots sans suite s'échappant de sa bouche. « Je ne savais pas. Aucun de nous ne savait. Elle ne l'a jamais mentionné. » La voix de Nabil s'éleva. « Doit-elle te le dire? Tu n'as jamais pensé à lui demander? Tu ne l'as jamais regardé ?» Alessandro tenta d'intervenir, la voix tremblante. « Monsieur Mansour, si je peux m'expliquer. »« Toi ?» l'interrompit Nabil avec une précision cinglante. Se tournant vers Elena, il reprit en arabe. « C'est cet homme qui s'est moqué de toi ?» Elena acquiesça d'un seul signe de tête. « Oui, monsieur. »« Le même homme qui avait promis un interprète et n'en a pas fourni ?»« Oui, monsieur. » Le visage de Nabil se durcit. Il se lança dans un flot de paroles en arabe, le ton sévère, les gestes vifs, pointant Alessandro, puis Santiago, puis Elena. Elena traduisit chaque mot calmement, la voix posée et claire. Il dit que cet homme représente tout ce qui ne va pas dans le monde des affaires aujourd'hui. De l'arrogance sans compétence, des promesses sans fondement, et surtout du mépris envers ceux qui ont moins de pouvoir. Il demande comment on peut faire confiance à une entreprise dirigée par de telles personnes. Les épaules d'Alessandro s'affaissèrent. Santiago resta immobile, pâle comme du marbre. Nabil poursuivit et Elena continua de traduire. « J'ai construit mon empire en respectant les gens, tous les gens. Mes premiers employés travaillent encore avec moi. Je connais leurs familles, leurs histoires. Et je ne permettrai jamais que quelqu'un soit traité sans respect devant mes yeux. » Puis Nabil inspira et passa à l'anglais, son regard fixé sur Santiago. « Tu as fait une promesse, dit-il lentement. Tu m'as dit, si elle comprenait ce que je disais, elle prendrait son poste. » Il tendit le bras, pointant directement à Alessandro. Santiago hésita, le visage vidé de sa couleur. « Oui, » murmura-t-il, la voix tremblante. Il regarda autour de lui. Alessandro, Elena, les visages silencieux qui observaient. « Je l'ai dit. »« Alors, » insista Nabil, les bras croisés, « es-tu un homme de parole ou un homme qui se cache derrière des blagues ?» La pièce devint silencieuse. Claudia poussa un léger soupir. Camilla, qui se tenait à mi-escalier, resta figée, les yeux écarquillés. Alessandro leva les mains en tremblant. « Santiago, je t'en prie, supplia-t-il. Tu ne peux pas dire ça. C'était une blague stupide. Tu ne peux pas. »« Ça suffit, Alessandro, » coupa Santiago, sa voix tranchant l'air. C'était la première fois qu'il parlait ainsi à son directeur, et pour la première fois en 3 ans, il vit vraiment Elena. La femme qui le servait en silence chaque matin, celle dont il n'avait jamais croisé le regard, celle qui parlait 6 langues. 6, et il ne lui avait jamais posé la question. Santiago Ortega était un homme connu pour prendre des décisions rapidement, souvent avec audace. Mais à cet instant, il hésita. Toute la pièce semblait retenir son souffle. Nabil restait droit, les bras croisés. Alessandro, ruisselant de sueur, affichait une panique grandissante. Les cadres observaient dans un silence tendu. Claudia se couvrit la bouche. Et Elena, elle restait calme, posée, presque sereine, comme si elle savait déjà comment ce moment allait se dérouler. « Santiago !» reprit Alessandro, désespéré. « Tu ne peux pas me faire ça. Je suis avec toi depuis 8 ans. 8 ans. J'ai apporté la moitié de tes contrats.
Tu ne peux pas me licencier pour quelque chose dit sur le ton de la plaisanterie. La voix tonitruante de Nabil éclata. Une plaisanterie, répéta-t-il en portugais, le mot chargé de mépris. Piada, tu appelles ça une plaisanterie? Alessandro se tourna vers lui affolé. Monsieur Mansour, je vous en prie, vous devez comprendre. C'était juste de la tension, voilà tout. Je ne voulais offenser personne. C'était seulement... Ah donc tu as menti, dit Nabil, la voix froide comme la pierre. Tu as menti à propos du traducteur. Tu es venu sans préparation. Tu t'es moqué de cette femme. Et maintenant, tu mens encore. Il pointa fermement la porte. Tu es le problème. L'estomac d'Alessandro se noua. La pièce sembla vaciller autour de lui. Il se tourna désespérément vers Santiago, puis vers les autres cadres, mais aucun ne croisa son regard. Tous avaient détourné les yeux. Personne ne le défendrait, pas après ce qu'il avait fait, pas après avoir failli faire échouer le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise. Santiago ferma les yeux un instant. Son esprit défila à toute vitesse entre chiffres et conséquences. 80 millions de dollars, 5 complexes hôteliers de luxe, la première vraie percée de l'entreprise sur le marché international. Tout dépendait de ce moment, de la promesse qu'il avait faite sans réfléchir, une phrase lancée à la légère comme une blague. Mais ce n'était plus seulement une question d'argent. Il pensa à Elena, à toutes les fois où il était passé devant elle sans dire un mot, à tous les matins où elle l'avait salué sans jamais recevoir un regard. Il se souvint d'elle, présente durant des réunions privées, traitée comme un meuble. Comment il ne lui avait jamais demandé son nom, au-delà de Elena, jamais cherché à connaître son histoire. 6 langues, apprises seules, étudiées après minuit, et il ne l'avait jamais remarqué. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il la regarda directement. Pour la première fois, il la vit vraiment. Il vit une femme, pas un uniforme, de la force, de la dignité, du talent que personne n'avait pris la peine de voir. « Alessandro », dit Santiago calmement, la voix ferme et définitive. « Tu es licencié. » Le silence qui suivit fut lourd, étouffant. Alessandro recula d'un pas, le visage vidé de toute couleur. « Quoi ? Santiago, non, tu ne peux pas. »« Je peux, » répondit Santiago levant la main pour l'interrompre. « Et je le fais. » Il se redressa, le ton calme, mais absolu. « Tu as menti à propos de l'interprète. Tu as failli faire échouer le contrat le plus important de notre histoire. Et pire encore, tu as humilié une employée devant tout le monde. Ce n'est pas le genre d'homme que je veux voir représenter mon entreprise. » « Mais Santiago !» La voix d'Alessandro se brisa. « Rassemble tes affaires, » l'interrompit Santiago. « Les ressources humaines s'occuperont de ton indemnité. » Il se détourna légèrement, refusant de le regarder à nouveau. « Tu peux partir. » Alessandro resta figé, respirant fort. Ses poings se serrèrent. Un instant, il sembla prêt à hurler, à jeter quelque chose, à se rebeller. Mais puis il regarda autour de lui, Nabil, droit et silencieux, les cadres évitant son regard, Claudia observant avec un mépris discret, et Camilla dans l'escalier, téléphone levé, enregistrant chaque seconde. Et enfin Elena, calme, inébranlable, debout comme quelqu'un qui avait déjà gagné. La rage bouillonnait en lui. Sa voix se brisa lorsqu'il siffla « Vous le regretterez, tous autant que vous êtes ». Puis il fit volte-face et sortit en trombe, claquant la porte si fort que le bruit résonna dans tout le manoir comme un coup de tonnerre. Pendant un instant, personne ne bougea. Le silence revint. Santiago se tourna vers Elena. Elle restait parfaitement immobile, les mains jointes devant elle, son uniforme bleu repassé et impeccable, attendant. « Elena », commença-t-il, s'éclaircissant la gorge, la voix plus douce maintenant. « Une promesse est une promesse. Le poste de directrice commerciale est à vous, si vous le souhaitez. » Elena cligna des yeux, stupéfaite, une fois, 2 fois. Il lui fallut une seconde pour que les mots fassent leur chemin. « Monsieur Santiago, » dit-elle doucement, « je n'ai pas les qualifications nécessaires pour... Vous parlez 6 langues, » l'interrompit-il fermement. Vous venez de sauver un contrat de 80 millions de dollars. C'est bien plus que n'importe quel diplôme. Il fit une pause, son regard fixé sur elle. Alors, Elena,
dit-il, un léger sourire perçant la tension. « Acceptez-vous » Elena tourne son regard vers Nabil. Il souriait chaleureusement, hochant la tête avec approbation. Puis elle regarda Claudia, choquée mais pas opposée. Les cadres restaient silencieux, tous les regards braqués sur elle, attendant une réponse. « J'accepte » dit simplement Elena. Nabil applaudit une fois, le son résonnant dans la pièce. « Bien, très bien » dit-il en anglais, s'approchant d'elle avec un large sourire. Il tendit la main. « Maintenant, nous pouvons parler affaires. » « De vraies affaires. »« Oui, » répondit-elle en lui serrant la main avec une poigne ferme et assurée. Nabil se tourna vers Santiago. « On s'assoit, on parle. » Elle traduit. « Une réunion professionnelle. » Santiago acquiesça aussitôt. « Bien sûr. Veuillez vous asseoir. » Tout le monde s'installa, et pour la première fois en 3 longues années, Elena prit place à cette table, sans rester en arrière-plan, sans servir de boisson, mais assise comme une égale parmi eux. Nabil se mit à parler en arabe. Elena traduisit immédiatement son ton précis et posé. Monsieur Mansour dit que son projet de complexe touristique au Brésil a besoin de quelqu'un qui comprend les 2 cultures, quelqu'un capable de relier les valeurs de l'hospitalité libanaise au marché brésilien. Il expliqua qu'il cherchait ce genre de personne depuis des mois. Nabil poursuivit et la traduction d'Elena coula avec aisance. Il dit que les complexes sont destinés aux familles du Moyen-Orient et libanaises en visite au Brésil, des clients qui valorisent la confidentialité, l'élégance et le respect culturel. Les plans incluent des espaces familiaux, une cuisine traditionnelle, des salles de prière, le tout dans la chaleur et l'excellence du service brésilien. Santiago écoutait attentivement, prenant des notes détaillées. Pour la première fois, il comprenait pleinement la vision de Nabil. Il ne s'agissait pas seulement de bâtiments. Il s'agissait de créer un pont entre 2 mondes. Il avait besoin non seulement d'un partenaire pour la construction, mais aussi de quelqu'un au sein de l'entreprise pour garantir la justesse culturelle, quelqu'un qui parlait arabe et comprenait les 2 perspectives. Puis Nabil s'interrompit, jeta un regard à Elena et dit quelque chose qui la fit écarquiller les yeux. Sa voix trembla légèrement lorsqu'elle traduisit. « Monsieur Mansour demande si j'accepterais aussi de travailler directement pour lui, comme responsable des relations culturelles du projet, avec un salaire en dollars, logement inclus et couverture santé internationale complète. » La pièce devint silencieuse. Le cœur de Santiago se serra. Il venait de la promouvoir, et maintenant il risquait de la perdre. Mais Nabil parle à nouveau, et Elena traduisit, sa voix plus assurée cette fois. Il dit qu'il ne veut pas m'enlever à cette entreprise. Il souhaite un partenariat. Je partagerai mon temps entre Ortega Construction et le groupe Mansour, en tant que lien officiel entre les 2 équipes. Nabil tendit la main vers Santiago. « Partenariat », dit-il clairement. « Un vrai partenariat avec de vraies personnes. » Santiago serra sa main avec fermeté. « Partenariat », répéta-t-il. Puis, à la surprise générale, Nabil se tourna de nouveau vers Elena et lui parla en portugais lent mais appliqué. « Vous, inspiration, dit-il en souriant. Votre histoire, je veux la raconter. Puis-je » Elena cligna des yeux, surprise. « Mon histoire ?»« Oui, dit Nabil avec chaleur. Dans mes hôtels. Votre histoire. Femme qui apprend seule 6 langues. Qui n'abandonne jamais, qui s'élève par le savoir, une histoire qui donne de l'espoir, qui inspire les autres. Puis-je la raconter ?» Des larmes remplirent les yeux d'Elena. Pour la première fois depuis le début de la réunion, l'émotion prit le dessus sur son calme. « Oui, monsieur Mansour, vous pouvez. » Nabil hocha la tête avec satisfaction, puis jeta un coup d'œil à sa montre. « Maintenant, dit-il joyeusement, parlons chiffres, investissements et délais, d'accord ?»« D'accord, » répondit Santiago avec un regain d'énergie. La réunion se poursuivit, mais elle était désormais complètement différente. Il y avait de la clarté, du respect mutuel et une vraie communication. Et Elena, la femme autrefois invisible, se trouvait désormais au cœur de tout cela. 2 heures plus tard, lorsque Nabil se leva enfin pour partir, l'accord était scellé.
80 millions de dollars, 5 complexes hôteliers de luxe, 3 ans de construction. Elena quitta la salle avec 2 emplois, un avenir rempli de possibilités et une victoire qui n'avait pas besoin d'applaudissements. Le genre de triomphe qui parle de lui-même. 3 mois plus tard, la nouvelle se répandit dans l'entreprise comme une traînée de poudre. Alessandro Dominguez, l'homme qui se croyait intouchable, était parti. Et la femme qui l'avait autrefois les sols avait pris sa place. Lorsqu'Elena arriva au siège d'Ortega Construction le lendemain matin, toutes les têtes se tournèrent. Des chuchotements envahirent les couloirs, de l'admiration chez certains, de l'envie chez d'autres, de l'incrédulité chez beaucoup. Elle ne portait plus l'uniforme usé et délavé. Elle entra dans le bâtiment vêtue d'un tailleur propre et sobre, qu'elle avait acheté la veille au soir. Ce n'était pas tape à l'œil, mais cela dégageait de l'élégance. Ses chaussures avaient de petits talons, ses cheveux étaient relevés avec soin. C'était toujours Elena, mais quelque chose en elle semblait entièrement nouveau. Santiago l'attendait près de l'entrée. « Bonjour, Elena !» Prête à commencer. « Bonjour, monsieur Santiago. »« Je suis prête, » répondit-elle. Ils traversèrent ensemble le bâtiment pendant qu'il la présentait à chaque équipe. « Voici Elena Morales, notre nouvelle directrice des affaires internationales. Elle dirigera le partenariat avec le groupe Mansour et supervisera les contrats mondiaux, annonça-t-il. Certaines personnes sourirent et lui serrèrent la main. D'autres hochèrent la tête poliment, mais quelques-unes laissèrent transparaître leur jugement. Une femme en escarpin rouge et tenue impeccable jeta un regard à Elena, puis se pencha vers une collègue et chuchota « Elle n'a même pas de diplôme. Comment peut-elle être en charge ?» Elena l'entendit clairement, mais elle ne broncha pas. Elle avait affronté bien pire. Santiago la conduisit enfin dans un nouveau bureau, pas celui d'Alessandro, mais tout de même spacieux, avec une grande fenêtre donnant sur l'Avenida Paulista. Il y avait un bureau en verre brillant, un ordinateur flambant neuf et une petite plaque sur la porte. Elena Morales, directrice des affaires internationales. « Tes papiers sont presque finalisés, » dit Santiago. « Ton contrat est prêt, tout est officiel et ton premier salaire arrivera d'ici la fin du mois. » Il fit une pause, puis ajouta « Tu gagnes 23 fois plus qu'avant. » Il ne prononça pas le mot « femme de ménage », mais il flottait dans l'air. Elena s'assit dans le fauteuil derrière son bureau. Elle fit glisser ses doigts sur le verre, regarda par la fenêtre et inspira profondément. La ville s'étendait sous ses yeux, pleine de bruit, de mouvement, de vie sans fin. Depuis l'âge de 15 ans, elle avait travaillé là en bas, dans l'ombre des autres, toujours au sol, toujours en coulisses. Mais maintenant, elle était au-dessus de tout cela, 15e étage. Elle y était arrivée. « Santiago », dit-elle, en se tournant vers lui. « Je peux vous poser une question ?»« Bien sûr, » répondit-il. « Vous avez fait tout ça juste pour sauver le contrat, juste à cause de Nabil ?» Santiago s'appuya contre le mur, les mains dans les poches. « Pour être honnête, oui. Au début, il s'agissait de sauver le contrat. Je ne pouvais pas me permettre de le perdre. » Il laissa échapper un léger soupir. « Mais quand j'ai vu la réaction de Nabil, la façon dont il parlait de toi, quelque chose m'a frappé. »« Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle. « J'ai réalisé à quel point j'étais aveugle, » dit-il avec un petit rire amer. « Tu as travaillé chez moi pendant 3 ans. Je ne t'ai jamais demandé qui tu étais, jamais cherché à en savoir plus sur ta vie. Tu étais juste la personne qui nettoyait derrière nous. » Il baissa les yeux. « Nabil a vu ta valeur en quelques minutes. Moi, j'ai eu des années, et je ne l'ai jamais remarqué. » Elena resta silencieuse. « Ma fille, Camilla, est venue me voir hier soir, » poursuivit Santiago. « Elle m'a dit que tu avais proposé de l'aider en anglais et qu'elle t'a dit de te taire. Elle a reconnu avoir été impolie. » Il la regarda droit dans les yeux. « Tu ne m'as jamais rien dit. À propos des langues que tu parles, de ton intelligence. Pourquoi ?» Elena répondit calmement. « Quand personne ne vous voit, vous apprenez à rester silencieuse. » Santiago cligna des yeux, submergé par l'émotion. «
Je te dois des excuses pour ce que j'ai fait, pour ce que ma famille a fait, pour la façon dont Alessandro t'a traité, pour tout. J'accepte, dit Elena. Il hésita. J'espère juste que tu ne gardes pas de ressentiment. Du ressentiment. Bien sûr, il y avait eu de la douleur. Elle avait connu la honte. Elle avait voulu abandonner tant de fois. Mais s'accrocher à l'amertume, c'était un poids qu'elle n'avait jamais eu le temps ni l'énergie de porter. La colère ne paie pas le loyer. Je ne porte pas de ressentiment, Santiago, dit-elle doucement. Je porte de l'expérience. Il hocha lentement la tête. Tu vas réussir, j'en suis convaincu. Il quitta la pièce et désormais Elena était seule dans son propre bureau. Elle attrapa son téléphone et composa un numéro. « Allô ?» répondit la voix fatiguée de sa mère. « Salut, maman. »« C'est moi. »« Elena, ma chérie, ça va? Ils t'ont donné un jour de congé ?»« Maman, je ne travaille plus comme femme de ménage. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. « Que veux-tu dire, ma chérie? Il s'est passé quelque chose? Ils t'ont renvoyé ?»« Non, maman, dit Elena, sa voix commençant à trembler. J'ai été promue. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Je suis directrice maintenant, directrice commerciale, et mon salaire, il est 23 fois plus élevé qu'avant. » Elle entendit sa mère halter. « Quoi? Elena, tu es sérieuse? »« Je le suis, maman. Je n'invente rien. C'est arrivé hier. J'ai parlé arabe pendant une réunion importante, j'ai aidé à conclure un gros contrat et mon patron a tenu parole. » Teresa éclata en larmes de l'autre côté, des larmes mêlées de rire. « Ma fille est directrice. Oh, merci Seigneur. » Elena essuya ses joues pendant que les larmes coulaient librement. « Maman, tu n'as plus besoin de travailler, je vais m'occuper de tout. Je paierai les factures, j'achèterai tous les médicaments. Luca, Marco et Bianca iront dans une meilleure école. Pietro aura tout ce dont il a besoin. Et toi, maman, tu vas enfin pouvoir te reposer. » Je ne sais même pas quoi dire, j'ai l'impression de rêver. Elles restèrent au téléphone près de 20 minutes. Elena lui raconta tout, la réunion, l'homme du Moyen-Orient, le renvoi d'Alessandro et l'offre de Nabil qui avait changé sa vie. Teresa écoutait avec attention, sa voix se brisant souvent entre étonnement et émotion. « Ton père serait tellement fier, » murmura-t-elle à un moment. « Il serait si fier de la femme que tu es devenue. » Après l'appel, Elena resta un instant immobile, respirant profondément. Puis elle regarda l'écran de son ordinateur. Du travail l'attendait, des documents à lire, des contrats à examiner, des responsabilités à assumer. Elle n'avait pas de diplôme, pas de MBA, aucune connexion influente, mais elle avait le savoir, elle avait l'expérience, et elle avait passé des années dans l'ombre, des années à observer, absorber, comprendre. À présent, elle avait une opportunité, et elle était prête à la saisir. 3 jours plus tard, alors qu'elle sortait du bâtiment, elle aperçut quelqu'un appuyé contre une voiture à l'extérieur. C'était Alessandro. Il avait l'air complètement différent, barbe mal rasée, yeux fatigués, costume froissé et défraîchi. L'assurance qu'il portait autrefois comme une armure avait disparu. Il semblait usé. Lorsqu'il la vit, il s'approcha. « Elena !» Elle s'arrêta, le regarda droit dans les yeux. Des cadres passaient près d'eux, certains ralentissant pour observer. « Tu as 30 secondes, » dit-elle fermement. Alessandro inspira lentement. « Je l'ai mérité. » Vraiment. J'étais orgueilleux, cruel, et je n'étais pas bon dans mon travail. Il baissa la tête. « J'ai tout perdu. Ma réputation est ruinée. Je n'ai plus de travail. La banque est sur le point de me prendre mon appartement. » Elena resta silencieuse. « Je ne suis pas ici pour te demander de tout me rendre. Je sais que ce n'est pas possible. » Il leva les yeux vers elle. « Mais je voudrais te demander une chose. S'il te plaît, ne me détruis pas. N'aggrave pas les choses. J'ai besoin de me reconstruire. Il me faut un moyen de repartir à zéro. » Elena inclina légèrement la tête, l'observant. « Alessandro, je n'ai jamais eu l'intention de te faire tomber. Tu t'en es chargé tout seul. » « Je sais. Et pour ce qui est de raconter ce qui s'est passé, ce n'est pas nécessaire, dit-elle calmement. C'est toi qui t'en es chargé aussi.
Camilla a tout filmé. C'est en ligne depuis hier. Il y a déjà plus d'1 demi-million de vues. Alessandro ferma lentement les yeux. Je l'ai vu. Alors tu comprends. Ce n'est pas moi qui ai abîmé ton image. Ce sont tes actes. Il hocha la tête, vaincu. Tu as raison. Il se retourna pour partir, mais après quelques pas, il se retourna. Tu aurais dû avoir cette chance il y a longtemps. Je suis désolé de ne pas l'avoir compris. Elena le regarda s'éloigner, les épaules affaissées, les gestes lents, complètement brisés. Elle ne ressentit pas de fierté, elle n'eut pas l'impression d'avoir gagné. Juste de la paix. C'était terminé. Elle sortit son téléphone et tapa un message à Nabil, réunion confirmée pour demain. L'interprète sera présent. Nous finaliserons les détails initiaux du complexe. Une réponse arriva presque aussitôt. Parfait, tu es incroyable. Ta mère est au courant? Elena sourit en lisant le message. Maintenant, oui. Elle remit son téléphone dans son sac et se dirigea vers la station de métro. Elle n'avait pas encore de voiture, pas de chauffeur, pas de vie luxueuse. Mais ce qu'elle avait, c'était la dignité. Et enfin, cela lui suffisait amplement. 6 mois plus tard, Elena se gara dans l'allée de la nouvelle maison de sa mère. Ce n'était pas une voiture de luxe, mais c'était la sienne. Un cadeau qu'elle s'était offert avec son premier salaire en tant que directrice. La maison était neuve aussi. 3 chambres, un quartier calme, un petit jardin à l'avant et un garage. Teresa n'avait plus besoin de louer. Elle ne devait plus se lever à l'aube ni prendre des bus bondés. « Maman !» appela Elena en entrant, les bras chargés de sacs. Teresa arriva de la cuisine, rayonnante. À 52 ans, elle paraissait en meilleure santé, plus légère. L'inquiétude constante avait quitté son visage. Luca apparut du salon, maintenant âgé de 16 ans, vêtu proprement de l'uniforme d'une école privée. Marco suivit avec un livre de mathématiques à la main. Bianca descendit les escaliers en sautillant, son casque autour du cou. « Elena, j'ai eu la meilleure note en anglais », dit-elle, les yeux brillants de fierté. Et le petit Pietro, à peine 6 ans, courut vers elle en tenant un dessin coloré. Une famille, réunie, joyeuse, complète. Elena s'assit avec eux à table. La maison sentait quelque chose de chaud et réconfortant, un parfum qui évoquait les nouveaux départs et les victoires discrètes. « Le travail se passe bien, ma chérie ?» demanda Teresa en lui tendant une tasse de café. « Très bien », répondit Elena en souriant, prenant une gorgée. « Vraiment très bien. » Elle leur raconta comment le 2e contrat pour le complexe avait été signé la semaine précédente, comment Nabil était satisfait des progrès et combien elle apprenait encore chaque jour. Plus tard dans l'après-midi, Elena se rendit à un rendez-vous qui avait une signification personnelle. Elle arriva à la bibliothèque municipale de Guayanazes, le même endroit où elle avait passé de longs samedis à apprendre de nouvelles langues, toute seule. Devant l'entrée se tenait Madame Martha, l'une de ses anciennes professeurs, les bras ouverts. « Elena, ma douce fille !» Elle s'enlacèrent. À l'intérieur, une trentaine d'adolescents étaient assis en cercle. Des visages jeunes, remplis d'espoir et d'incertitude. Des regards qui rappelaient à Elena son propre passé. C'était son projet, Pont de langue. Chaque samedi, elle venait ici donner des cours de langue gratuits aux jeunes de la communauté. Sa mission ? Les préparer à des carrières internationales, même s'ils n'avaient ni diplôme, ni argent, ni relations. « Bonjour à tous », commença-t-elle en se tenant devant le groupe. « Je m'appelle Elena Morales. J'ai grandi ici, dans ce quartier. J'étudiais dans cette même bibliothèque. Et aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire. » La salle devint silencieuse. Tous les regards étaient tournés vers elle. « Je ne suis pas allé à l'université. Je ne viens pas d'une famille aisée. Je n'avais pas d'amis influents. Mais j'avais quelque chose d'important, le savoir. Et laissez-moi vous dire une chose. Personne ne pourra jamais vous enlever ce que vous apprenez. » Elle regarda chaque visage, un par un. « Vous êtes venus ici aujourd'hui parce que vous voulez quelque chose de mieux, parce que vous croyez en vous. Et je suis ici pour vous aider à y arriver. » Une main se leva. Une fille, pas plus de 15 ans. « Oui ?» demanda Elena. « Vous pensez vraiment qu'on a une chance? Je veux dire, une vraie chance, même si on ne va pas à l'université ou qu'on n'a rien de spécial. »« Comment tu t'appelles ?»« Jessica. »
Elena hocha la tête. « Jessica, je ne vais pas te mentir, ce sera difficile. Très difficile. Tu vas croiser des gens qui te sous-estimeront. Tu entendras non plus souvent que tu ne peux l'imaginer. » Elle fit une pause. « Mais si tu continues d'apprendre, si tu deviens si compétente qu'on ne peut plus t'ignorer, quelqu'un finira par te remarquer. Quelqu'un te donnera ta chance. Ça peut prendre du temps, mais ce moment viendra. » La séance continua. Elena commença à enseigner des phrases simples en anglais. Les élèves répétaient après elle, prenaient des notes, posaient des questions, motivés, concentrés, déterminés. De l'espoir, c'est ce qui remplissait la pièce, un sentiment discret mais partagé de possibilités. À la fin de la séance, Madame Martha s'approcha. « Tu fais une vraie différence, Elena. » « Je ne fais que transmettre, répondit Elena. Tu l'as fait pour moi un jour. Maintenant, c'est mon tour. C'est comme ça que ça continue. 2 semaines plus tard, un message inattendu apparut sur son téléphone. C'était Camilla. Elena, peut-on se voir? Elles se retrouvèrent dans un café tranquille. Camilla avait changé. Plus de maquillage voyant, ses cheveux au naturel, des vêtements simples et sans prétention. « Merci d'avoir accepté de me voir, dit-elle d'une voix douce. « Qu'est-ce que tu veux, Camilla ?» demanda Elena, calme mais directe. « Je dois m'excuser sincèrement. » Elle fixa ses mains, puis essuya une larme. « Je t'ai traité de façon horrible. J'étais pleine d'orgueil, complètement aveugle à moi-même. Après tout ce qui s'est passé, mon père a changé. Il m'a obligée à commencer une thérapie. Ça m'a fait réfléchir à tout. » Elle inspira profondément. « Je me suis inscrite à l'université. Je vais étudier les langues. Je veux suivre ton chemin. » Elena la regarda avec compassion. « Tu n'as pas besoin de suivre mon chemin, dit-elle. Tu dois trouver le tien et devenir la meilleure version de toi-même. »« Tu me pardonnes ?» demanda Camilla, la voix tremblante. « Je t'ai déjà pardonné. » Les larmes coulèrent sur les joues de Camilla. « Est-ce que je pourrais t'aider avec ton projet à la bibliothèque? J'aimerais participer. » Elena sourit doucement. « Viens samedi à 15h, ne sois pas en retard. » Et elle est venue, pas seulement ce samedi-là, mais tous les samedis suivants. Pendant ce temps, le premier complexe a ouvert ses portes et a rencontré un immense succès. Elena a de nouveau été promue. Elle est désormais vice-présidente des relations internationales. Mais elle n'a pas laissé le titre la changer. Elle a gardé les pieds sur terre. Elle a continué à venir à la bibliothèque. Elle est restée fidèle à elle-même. 1 an plus tard, elle était à son bureau lorsqu'un appel arriva. « Madame Morales, nous appelons de l'Université fédérale. Nous aimerions que vous interveniez lors de l'un de nos événements. Le thème serait « Réussir au-delà du diplôme ». Elena sourit. « Ce serait un honneur, dit-elle. » Ce soir-là, elle rentra chez elle. Elle appela sa mère, prit des nouvelles de ses frères et sœurs et remercia pour tout. Avant de se coucher, elle prit un vieux cahier, celui où elle notait du vocabulaire arabe quand elle était adolescente. Sur la première page, elle avait autrefois écrit « Un jour, ça en vaudra la peine ». Elle prit un stylo et ajouta en dessous « Ça en valait la peine ». Car au fond, il ne s'était jamais agi de prendre sa revanche. Il s'agissait de réparer les choses. Ce n'avait jamais été une question de rancune, mais de créer des opportunités. Ce n'était pas pour impressionner les autres, c'était pour se prouver à elle-même qu'elle en était capable. Elena n'avait plus besoin de vivre dans l'ombre. Le monde pouvait enfin la voir. Et combien d'autres comme elle attendent encore? Combien de personnes talentueuses et travailleuses restent invisibles, cachées derrière un uniforme, n'ayant besoin que d'une seule chance? Ce n'est pas seulement l'histoire d'Elena, c'est celle de tous ceux qui continuent d'apprendre, même quand la vie complique tout. C'est pour ceux qui croient encore que le savoir peut vraiment changer les choses. Si vous le croyez aussi, laissez un like, écrivez un commentaire avec « Je vois l'invisible » et partagez cette histoire. Parce que quelqu'un, quelque part, a besoin qu'on lui rappelle de regarder au-delà des apparences.